Il y aura un avant et un après ce chapitre 1044. J'ai fait des dizaines de pages de notes, de décryptage de ce chapitre. On a passé plusieurs heures sur le Discord à parler de ce chapitre. Ça fait plusieurs nuits que je ne dors presque pas en essayant de comprendre vers où Eiichiro Oda va. Au moment où je vous fais cette vidéo, je ne sais toujours pas comment expliquer ce chapitre. La seule chose dont je sois sûr, c'est que l'éveil de ce fruit, le fait que le Gomu Gomu no Mi en vérité soit un Zoan, le Ito Ito no Mi mode Nika, n'est pas quelque chose que Eiichiro Oda avait prévu au tout début du manga, au chapitre 1. Le mythe de l'auteur qui maîtrise son œuvre de A à Z, qu'il a tout écrit depuis le début, que ça fait presque 25 ans de narration, qui n'a absolument aucune faille, aucune erreur, tout ceci est un putain de fucking mythe de merde. Quand tu reprends toutes les interviews qu'il a fait, tu t'aperçois que Eiichiro Oda, même s'il connaît l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le début et la fin de son œuvre évolue avec le temps, évolue avec les sentiments, évolue avec ce que ressent l'auteur. Ce fruit du démon, ce changement, c'est quelque chose qui vient juste de se faire, ou alors il y a seulement quelques mois. Alors oui, il avait la nature même du dieu Nika, de ce dieu sauveur avec le sourire. Il existe depuis plusieurs années. On en entend parler depuis pas mal de temps. Je vais pas vous faire une vidéo en vous prenant tout, justement, les foreshadowing, si on peut appeler ça comme ça, qui ont été mis en place pour justement parler de ce dieu. La mythologie de ce dieu existe. Mais le fait que Luffy le soit ainsi à travers ce fruit du démon est pour moi une idée qu'il vient juste, ou il y a peu de temps, mettre en place. Est-ce bien? Est-ce mal? Pour l'instant, on ne peut pas le dire. On ne pourra juger l'entièreté de l'œuvre et tous les choix qu'a fait Eiichiro Oda le jour où cette œuvre sera terminée. Par contre, une chose est certaine, c'est que ceux qui avaient encore des doutes ou qui avaient du mal à accrocher à One Piece, c'est sûr que là, les gars, c'est sûr que là, ils vont absolument abandonner. Et je le lis dans les commentaires, je le lis un petit peu partout. Ce chapitre a vraiment divisé et certains vont crier au génie et il y en a d'autres qui vont dire mais Eiichiro Oda, c'est le pire escroc de tous les temps. En un sens, personnellement, je suis vraiment partagé entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des choix qu'il a fait qui me réconfortent énormément, et il y en a d'autres où je me dis, mais pourquoi t'as fait ça? À travers cette intro qui est plutôt longue, on va essayer de voir ça ensemble. Encore une fois, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, avant de laisser des commentaires, parce qu'il y a peut-être des moments où ça va un petit peu blesser, où je vais peut-être un petit peu partir en live. Déjà, il faut savoir comment tu lis cette œuvre, comment tu la savoures, comment tu l'aimes, comment tu l'apprécies. On va prendre mon exemple qui est un cas vraiment extrême. Ça fait 7 ans que je fais des vidéos sur One Piece. Ça fait 7 ans que je vous parle de One Piece avec le cœur, avec passion. Ça fait plusieurs années que je ne cherche plus à trouver la vérité vraie sur One Piece, mais je me laisse seulement surprendre, emmener dans la narration d'Eiichiro Oda, en essayant quelquefois d'essayer d'imaginer vers où il va aller. Ça fait plus de 20 ans que je lis One Piece. Je lis One Piece
tous les jours. One Piece n'est pas une religion, mais c'est quelque chose de très très important pour moi. J'ai lu l'œuvre dans son entièreté jusqu'à maintenant plusieurs fois, j'ai tout essayé d'analyser, j'ai toujours essayé de trouver un petit peu l'essence cachée. C'est l'univers que je connais peut-être le mieux, c'est l'univers que je lis assidûment depuis assez longtemps, c'est l'univers que je n'ai pas abandonné. J'étais un méga fan de Warhammer 40 000, c'est pour ça que je vous en parle pas mal. J'étais un méga fan à une époque de Dragon Ball, j'étais un méga fan vraiment très assidu de Star Wars, où j'ai lu des multitudes, plus d'une centaine de romans. J'étais vraiment incollable sur l'univers étendu. Malheureusement, il y a eu les films qui m'ont totalement lâché. Tout ça pour dire que de tout ce que je lis, de tout ce que je connais depuis plusieurs dizaines d'années, il n'y a que One Piece qui est toujours réussi à me garder dans son univers, à m'emmener et à même l'aimer encore plus que ce que je ressentais au départ. Et ce chapitre m'a foutu une putain de claque dans la gueule et je ne sais même pas comment ceux qui ne lisent One Piece que comme un manga normal le ressentent. Parce que malheureusement, et c'est peut-être méchant de dire ça, mais pour savourer l'œuvre de One Piece, il faut vraiment se donner cœur et âme dedans. Il faut vraiment tout analyser, tout décortiquer, tout comprendre, essayer de voir un petit peu une deuxième, la troisième, la quatrième lecture. C'est là où pour moi, il y a dans ce chapitre 1044 un putain de défaut. Cette œuvre de One Piece se détache des autres de par la construction de sa narration qui n'est pas sans défaut. Je veux bien qu'on comprenne, et ça c'est très important, je ne suis plus, car oui je l'ai été, je ne suis plus ce putain de fanboy qui va dire amen à tout et qui va chercher des excuses dans des choix qu'a fait Eiichiro Oda qui parfois sont des mauvais choix. La plus grosse pour moi incohérence qu'il y a au niveau de One Piece jusqu'à maintenant, j'attends que Eiichiro Oda nous donne vraiment cette réponse, de nous expliquer pourquoi ce fucking gouvernement n'a pas détruit Luffy. On vient d'apprendre que ce fruit du démon existe depuis plus de 800 ans. En un sens, ça, c'est pas trop un problème. Mais depuis plus de 800 ans, ils essayent de l'attraper et ils n'ont jamais réussi. Et cela est peut-être dû au fait que ce fruit du démon, on ne sait pas si les autres le possèdent aussi, ont une sorte d'âme, et en un sens, c'est le fruit du démon qui a toujours esquivé le fait que le gouvernement mondial puisse l'attraper. Et si c'est vraiment le cas, on peut imaginer que le fruit du démon, il y a plus de 20 ans, s'est laissé volontairement attraper par le gouvernement mondial dans le but de mettre en place un certain élément qui, à mon sens, n'est plus une prophétie. Et c'est ça pour moi qui est vraiment important et qui est vraiment le bon côté de la chose, c'est-à-dire que Luffy n'est plus l'élu. Et ça pour moi, c'est peut-être l'une des meilleures choses qu'on ait eues dans One Piece. Mais on revient sur ce fruit du démon. Ce fruit du démon s'est laissé attraper. C'est Wu Izwu qui devait le ramener. Rappelez-vous, il faisait partie du CP9, qui devait le ramener au gouvernement mondial, sûrement pour qu'il soit enfermé par Im-sama dans les sous-sols, là où il y a les tombes et là où il y a ce putain de chapeau géant. Sauf que, entre-temps, il a été attrapé par Shanks le Roux, qui, à cette époque-là, avait un chapeau de paille. Est-ce que c'est le fruit du démon qui a anticipé ça et qui a permis à Shanks le Roux de l'attraper? Donc, Wu Izwu, une fois qu'il s'est fait bolosser la gueule par Shanks le Roux, qui s'est fait prendre le fruit du démon, obligatoirement, il doit rendre compte de
l'échec de sa mission au gouvernement mondial, au Gorosei, qui va sûrement remonter l'information à Im-sama. Wu Izhu explique qu'il s'est fait voler le fruit des démons par un mec qui a un grand bateau qui ressemble à un drakkar, et le mec, il a un équipage complètement fou, il donne un petit peu les techniques qui sont utilisées, et surtout, le capitaine de cet équipage a un chapeau de paille. Et c'est ça qui est important à retenir. Luffy, plus tard, mange le fruit du démon. À un moment, quand Luffy devient adulte, qui va un petit peu sur East Blue et qui fout la merde, qui va sur Grand Line et qui fout la merde, et qui va au niveau de Enies Lobby et qui fout la merde, obligatoirement, à un moment, l'information remonte au gouvernement mondial. C'est-à-dire qu'il y a un mec avec des bras élastiques, avec un corps élastique, qui a un chapeau de paille qui ressemble quand même énormément à un mec qui, il y a plus de 20 ans, a piqué un fruit du démon. Même si le gouvernement mondial a un doute sur le fait de se dire le mec a un fruit du démon qui lui permet d'étendre ses bras, est-ce que c'est le fruit de Nika ou alors est-ce vraiment un Gumo Gumo no Mi? Parce que est-ce que le Gumo Gumo no Mi existe vraiment, hein? Vu que maintenant on sait que le fruit qu'a mangé Luffy c'est le Ito Ito no Mi version Nika, le véritable Gumo Gumo no Mi, est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que c'est pas venu à l'esprit du gouvernement mondial de se dire alors ce fruit est hyper dangereux parce que c'est le fruit le plus what the fuck en termes puissance, en termes utilisation, en termes pouvoir? Est-ce qu'il serait pas intéressant de tuer ce mec ainsi, vu que l'élément qui doit se passer au niveau des 800 ans, rappelez-vous, par rapport à Loftel et tout ça, ça doit se passer dans quelques années. Si on tue le mec maintenant, le temps que quelqu'un retrouve le fruit du démon, le temps que ça soit indique, que ce soit un mec qui ait des capacités pour pouvoir déclencher une grosse connerie au niveau de Raftel, est-ce que ce serait pas intéressant de le tuer? Pourquoi le gouvernement mondial, ayant depuis plusieurs années cette information, n'a pas décidé de traquer et de tuer Luffy au lieu de lui foutre des putains de primes sur la gueule? Ils savent tout le temps les faits et gestes de Luffy. Ils peuvent un petit peu le traquer et le tuer. À moins qu'ils sachent déjà que ça sert absolument à rien. Parce que ce mec, grâce à son pouvoir, il est presque invulnérable, il est presque indestructible. Cette logique n'est même pas bonne, parce qu'on apprend dans cet arc qu'à un moment, ils ont un ordre qu'il faut absolument tuer Luffy avant son éveil. Donc, dès la base des Enies Lobby, où en voyant ses capacités, le fait qu'il ne maîtrise pas encore à l'époque les différentes versions du Haki, montre que ce mec n'est pas prêt de pouvoir s'éveiller. Et ne serait-ce qu'au niveau de Marijoa, de Marineford plutôt, excusez-moi, à ce niveau-là, le gouvernement mondial doit dire oh putain, il y a Luffy qui s'est évadé de Impel Down qui est en direction de Marineford, arrêtez l'exécution de Ace, tuez tout simplement Luffy. C'est ça la putain d'incohérence qu'il y a. Pourquoi ils ont laissé Luffy toujours vivant alors qu'ils avaient moyen de neutraliser cette putain de menace? Si on reprend la théorie que j'ai faite lors de ma précédente vidéo, le fait qu'ils l'aient toujours laissé vivant parce qu'ils en ont un besoin, pourquoi à un moment X ils disent non mais là ça y est, il va s'éveiller, c'est trop dangereux, tuez-le? C'est ça. C'est ça qui me fait chier. Et c'est ça qui me fait sortir totalement de One Piece. Pourquoi? Parce que One Piece, contrairement à plein d'autres mangas où on peut tolérer certaines inexactitudes, certains problèmes au niveau de la cohérence scénaristique, One Piece est basé sur ça. Ichiro Oda, à travers tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il fait, a mis les combats au second plan dans un shonen type Neketsu, ce qui est quand même assez couillu de sa part, en privilégiant la narration, en privilégiant le scénario sur l'action, sur la cohérence de son univers. Et là, il vient de prendre
la cohérence, il vient de lui foutre une baffe en mode guerre 5. C'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire que ma fanboyitude de One Piece, mon amour pour One Piece, vient d'en prendre un coup. Et c'est seulement la confiance que j'ai envers Oda de nous trouver un choix, un raisonnement logique pour nous expliquer ce point de, comment ça s'appelle, de défaut que moi, je juge dans le scénario. Alors, je m'en fous qu'il ait mis en place Nika depuis Skypiea, qui est plein d'éléments par rapport au sauvetage qu'il y a eu au niveau de Marijoa, le flashback justement avec Fisher Tiger, qui est plein d'éléments. Nika n'est pas quelque chose sorti du cul. Il est présent dans la mythologie de One Piece. En gros, c'est comme si que tu étais en train de faire un puzzle, que tu avais une image du puzzle qui était en train de se faire, et qu'au moment de mettre une certaine pièce, tu t'aperçois que cette pièce ne va nulle part, et que cette pièce, si tu la tournes dans un sens, et que si tu démontes tout le reste du puzzle et que tu le remontes d'une autre façon, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui va fonctionner. Et l'inconvénient, c'est que maintenant, je me retrouve avec toutes les pièces du puzzle dans la main et que je ne sais plus comment monter ce puzzle pour qu'il me donne une nouvelle image de celui-ci. C'est un véritable jeu qu'est en train de faire Eiichiro Oda avec nous. Et c'est là où ça devient complètement dingue. Et l'un des exemples, ça va être avec le fruit démon qui est derrière nous. Comme je l'ai dit précédemment, le fruit du démon a une sorte de conscience, d'interaction avec le monde extérieur qui lui a permis pendant 800 ans d'être caché, d'éviter d'être attrapé par le gouvernement mondial. Il a été attrapé par Uezu et après, c'est Shanks qui l'a trouvé. On peut imaginer que, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que quand Roger et les autres sont arrivés à Loftel et on sait maintenant pourquoi ils ont rigolé, c'est en lien justement avec Nika et avec la joie qu'il représente, c'est-à-dire c'est un peu comme le One Piece qu'on lit et c'est comme ce que Eiichiro Oda, c'est une sorte de métaphore de ce que Eiichiro Oda veut nous transmettre à travers ce chapitre. Il veut qu'en lisant One Piece, qu'on soit heureux. Il veut que ça soit quelque chose qui rayonne du manga. Et quand Roger et son équipage sont arrivés sur Loftel et qu'ils ont vu cette aura du dieu Nika, ils ont ressenti le bonheur, ils ont ressenti la joie, comme c'était plus fort qu'eux. C'est quelque chose qui était au fond de leur trip et qui est sorti. Le fait de vous dire ça, le fait de repenser à Roger qui arrive au niveau de Loftel, j'ai des larmes qui commencent un petit peu à apparaître, je le sens au niveau de mes yeux, et même je le sens au niveau de ma voix, parce que je m'aperçois que One Piece a vraiment eu un impact sur moi. J'ai changé depuis que j'ai lu One Piece. Et le fait d'avoir rigolé, le fait de ressentir autant d'émotions avec One Piece, j'ai l'impression qu'une partie de moi fait corps avec cette œuvre. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont ressenti ce bonheur, ils ont ressenti ce sourire. Et c'est ce que Luffy doit faire à la fin de One Piece. Il doit rendre tout One Piece heureux. Et même à travers One Piece, il y a une sorte de métaphore où à la fin de One Piece, Eiichiro Oda espère sûrement rendre tous les lecteurs heureux. Je pense qu'il veut que, une fois que One Piece
se termine, qu'on ait cette dernière page, qu'on est tous dans le monde entier, au même instant de cette fin de One Piece, qu'on ait tous ce sourire. Ce qui est important à comprendre, et c'est comme ça que moi je le vois, Luffy n'est pas cet être élu. Luffy a été choisi par le fruit parce qu'il a toutes les caractéristiques de cet humain qui peut changer le monde. Luffy en est arrivé là, non pas parce que c'est le petit-fils de Garp, non pas parce que il est le fils de Dragon, non pas parce qu'il est destiné à être quelque chose, mais tout simplement parce qu'il est intrinsèquement une personne qui se fout du monde et qui veut vivre sa vie. Il est débile de base, il est con de base, il est joyeux de base, il est insouciant de base. Je pense que quand Shanks arrive sur East Blue, sûrement, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo et ma précédente théorie, dans le but de trouver ce dit qui doit manger le fruit afin de devenir Joy Boy, afin de devenir Nika, parce que Nika et Joy Boy sont exactement la même personne. Il doit trouver Ace pour accomplir ce que Roger lui a demandé de faire, et les autres membres de l'équipage ont aussi ce but de conduire la personne désignée jusqu'à Loftel. Shanks doit donner le fruit à Ace pour que Ace le mange et après puisse atteindre Loftel grâce à Crocus, grâce à Rayleigh, grâce à Scopper Gaban et peut-être d'autres membres d'équipage qu'on va peut-être voir plus tard. Mais le fruit, lui, a reconnu Luffy comme étant cette personne qui se rapproche le plus de Joy Boy. C'est-à-dire que ce n'est pas en mangeant le fruit que Luffy devient Joy Boy. Luffy de base n'est pas la réincarnation de Joy Boy, mais Luffy a ses caractéristiques qui fait que il pourra ressembler à Joy Boy tout en étant libre de faire ce qu'il veut. Le fruit est dans le coffre et peut-être que le fruit appelle inconsciemment Luffy à le manger. Cette erreur qu'on pense qu'est due sur un coup comme ça, en vérité, c'est quelque chose qui a été voulu par le fruit. Le fruit a choisi son porteur. Tout ce que fait Luffy après n'est pas lié à la conscience du fruit. Le fruit permet peut-être, telle la chose qui s'est passée à Loftel, c'est-à-dire à créer cette aura, le fruit permet seulement à Luffy d'avoir une aura, de rendre les gens heureux et de leur permettre d'accomplir des rêves et de participer à une aventure qui va changer le monde. C'est-à-dire que on prend Nami, Zoro, Usopp, Sanji, Chopper et tous les autres, ils avaient déjà dans leur tête des désirs. Et l'aura de Luffy permet à ces gens d'accomplir leurs rêves. Leurs rêves pour eux-mêmes, mais pour le monde global. S'il faut bien retenir quelque chose de One Piece, c'est que One Piece fait ressentir. Et là où justement Eiichiro Oda a toujours été très très bon pour mettre en place des événements, pour mettre en place des éléments qui vont nous faire ressentir des choses, qui vont nous faire, comme je vous l'ai dit avant, rigoler, pleurer, hurler, hyper, je trouve que l'un des défauts liés à ce chapitre, c'est le choix de mettre en plein milieu de cette confrontation et de ce changement d'état de Luffy, l'histoire d'Iori. L'histoire d'Iori et ce final face à Orochi aurait mérité un chapitre entier et qu'on ait vraiment cette page finale avec les larmes de souffrance et de délivrance
de vengeance de son père. Tout ce qu'on doit ressentir envers Iori, toute cette compassion qu'on doit avoir en elle, a été totalement diluée par le final qu'on a de ce chapitre. On va arrêter ici la vidéo parce que sinon, tel que je suis parti, je peux en parler pendant des heures et des heures. J'attends avec impatience la suite de One Piece. On n'aura pas la réponse dans le prochain ni l'autre d'après. On aura peut-être des réponses sur les choix du gouvernement mondial et de Im-sama une fois que l'arc de Wano sera terminé et qu'on aura un petit peu les tenants et les aboutissants par rapport au monde. Peut-être une réflexion aussi par rapport aux fruits du démon de Barbe Noire, qui est peut-être autre chose que ce qu'il est réellement. Même si j'ai des doutes, même si ma foi envers One Piece en a pris un coup, j'ai quand même toujours cette confiance et il faut, encore une fois, juger l'œuvre une fois qu'on l'a terminée. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si vous continuez à lire One Piece, si vous continuez à avoir confiance en Eiichiro-Oda. Tout ce que je sais, c'est que la vidéo s'arrête ici. Encore une fois, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires. Mais une chose est vraiment sûre, c'est que One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.